Bonjour à tous, chers fidèles téléspectateurs. Amani Ikuekueno, ce qui signifie dans la langue la plus parlée en Afrique, le Swahili, que la paix soit sur vous. C'est toujours un honneur pour moi, un bonheur de me présenter devant vous aujourd'hui. C'est Tony Rwanika, le présentateur de votre émission Haut-Parleur sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'état de la route et du taux d'échange à Kinshasa. Nous avons deux personnes sur notre plateau. Ils sont déjà là, bien évidemment, sont des experts et des analystes indépendants sur la question. À ma gauche, bien évidemment, j'ai M. Zach Moudimbi, qui est analyste indépendant, analyste monétariste indépendant. Et à ma droite, j'ai monsieur qui n'est plus d'ailleurs à présenter, vous le connaissez tous, c'est un habitué du plateau, monsieur Ruben Tika Goumou. Nous allons d'abord commencer par l'invité spécial du plateau, monsieur Zach Moudimbi. Il va d'abord se présenter avant d'aller dans le vif du sujet. Monsieur Zach Moudimbi, bonjour. Bonjour monsieur Tony. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, je me porte bien, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et vous donc? Moi aussi, je vais très bien, merci. Le plaisir est pour nous de vous recevoir pour avoir votre expertise sur le plateau. Effectivement, le plaisir est partagé. Et donc, en une minute, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous avez juste la caméra devant vous, afin que les téléspectateurs puissent connaître qui vous êtes. Alors, je suis Zachary Moudimbi, analyste chercheur en questions monétaires et également assistant attaché à l'UPC du professeur Vincent Gonga Zinga. Voilà. Merci beaucoup pour ta brillante présentation. D'accord. Donc, M. Zach Moudimbi, expert sur les questions monétaires. Il va nous en dire plus aujourd'hui par rapport à son expertise aussi justement sur la question du taux d'échange en RDC. Et à ma droite, j'ai M. Ruben Tika. Ça fait très longtemps. Bonjour Ruben. Bonjour Tony. J'espère que tu vas bien. Très bien, toi-même? Oui, ça va. Quelles sont tes impressions? Ça fait des mois que tu ne viens plus sur Haut-Parleur. Je suis là, je constate que tu as pris du poids. Peut-être c'est le fait de la baisse des prix. Ce sont des flatteries, ce sont des flatteries. Donc, directement, tu me dis que c'est à cause de la baisse des prix. Non, mais tu as pris du poids quand même. Mais ce n'est pas à cause de la baisse des prix quand même. C'est un provocateur. Ouais, merci beaucoup. Tu n'es plus à présenter d'ailleurs et tu vas nous parler de l'état de la route. Et par rapport à la route, comment est-ce que tu peux te situer en tant que qui par rapport à ce qui concerne les infrastructures? Tu as une expertise en ça? Expertise en route, pas spécialement. Je suis expert en question d'assainissement environnemental. Donc, on va essayer d'en parler, de discuter. Je vais essayer d'apporter ma réflexion, ma pierre de l'édifice dans cette histoire d'infrastructure. Et nous rappelons que tu as dernièrement sorti ton premier ouvrage. C'est un livre autobiographique. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu. Nous allons profiter de cette émission pour que tu puisses nous donner un bref aperçu. Comment s'appelle le livre? La vie d'un orphelin. La vie d'un orphelin, donc c'est ton histoire personnelle. C'est une histoire personnelle, un livre aussi qui donne des conseils pour les orphelins. Et c'est aux éditions quoi? 1% plume de M. Benix, La Renaissance. D'accord, M. Ribentika. Alors, par rapport à l'état de la route à Kinshasa, mesdames et messieurs, bien évidemment, comme vous l'avez tous remarqué aux informations, peut-être sur la chaîne nationale ou sur une chaîne internationale, il y a plus de 300 km de route qui est en train, là ce sont des statistiques vérifiables, qui sont en train de se faire construire, d'accord, sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, M. Ribentika, quel est votre regard par rapport à la situation actuelle qui cadre avec les routes? Les routes, nous constatons tous que la ville de Kinshasa se transforme en chantier parce qu'il y a des routes qui est en train de se faire un peu partout. Sauf que dans la ville de Kinshasa, on remarque qu'il y a un désordre parce qu'il y a des routes qui se font de manière un peu sous forme de délestage. Mais en soi, en gros, dans d'autres provinces, il y a des routes qui sont en train d'être faites. Mais à Kinshasa, on constate juste un peu de lenteur dans l'exécution des travaux. À qui la faute? Au gouvernement, à l'exécutif provincial, qui n'est pas assidu parce qu'on peut mettre un taux ou soit une durée sur laquelle les travaux doivent être effectués. Malheureusement, on constate qu'il y a toujours eu des prolongements. Et c'est en train de se faire de manière un peu désordonnée. Voilà pourquoi ils n'ont pas la tête focalisés sur une route, ils sont dans plusieurs routes et c'est ce qui crée un peu de la lenteur. Donc notre expert sur les questions environnementales reproche le gouvernement en place
pour leur mauvaise gestion, justement, par rapport à la Du timing, oui. la mauvaise gestion du timing Par rapport à la parce qu'il- construction des routes. Nous rappelons que nous sommes déjà à la saison de pluie Ouais. et il y a certains qui, peut-être à l'UPEN, comme vous voyez peut-être la route du PEN là, on avait bétonné, c'était très bien, c'était bétonné. Et ensuite, il s'est fait qu'il a plu et tout, c'était du désordre. Et donc tout ça, c'est à cause de l'exécutif provincial. L'exécutif provincial, exactement. Et M. Zach Ndimbi, quel est votre regard par rapport à l'état de la route aujourd'hui à Kinshasa? Bon, moi personnellement, je suis quand même satisfait parce que les routes sont restées pendant très longtemps dans un état de délabrement. Et alors, lorsqu'il y a un bon leadership par rapport aux investissements des voies de communication ainsi que des infrastructures et des routes, de l'énergie, il faut saluer. Mais justement, il faudrait juste que la vitesse dans les travaux, qu'il y ait quand même accélération, je rejoins effectivement l'expert. Il faudrait qu'il y ait quand même une bonne vitesse. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que c'est mieux de souffrir maintenant et ensuite d'en bénéficier à long terme. Donc, M. Zach vous dit, pas comme Rubin. Bon, il est d'accord avec Rubin sur un point, mais sur la manière dont il indexe le gouvernement central, donc l'exécutif provincial. Là, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que nous devons prendre notre mal en patience et attendre. Et d'accord, merci beaucoup. Et à vous, M. Rubin Tika, quelle vision à long terme proposez-vous pour la mobilité urbaine à Kinshasa, au-delà des travaux, en dehors de tout ce qui se passe actuellement? La solution. Comment est-ce que vous voyez Kinshasa aujourd'hui? Vu que vous êtes un visionnaire, je rappelle que vous êtes le président de l'ASBEL Congo Gagnant. Oui, exactement. Qu'est-ce que le président de l'ASBEL Congo Gagnant a comme vision par rapport à la mobilité urbaine à Kinshasa? Déjà, il faut la décentralisation, il faut désengorger la ville. Parce que, comme nous le constatons tous, c'est toute la population qui se déplace vers les centres-villes. Donc, il faut décentraliser plutôt certaines institutions. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de décentralisation comme, par exemple, le passeport. Le passeport aussi peut être obtenu dans la commune, dans une maison communale, ce qui s'est fait en France. Je pense que la décentralisation est d'abord primordiale. En attendant de vouloir créer une deuxième ville, si nous décentralisons et que nous désengorgeons la ville... provinces. Non, moi je parle que de la ville de Kinshasa parce que tu as parlé Kinshasa dans long terme, la mobilité. Oui. Il faut décentraliser, il faut désengorger la ville. Déplacer peut-être que toutes les institutions ne soient pas seulement au centre-ville à Gombe. Il faut essayer un peu de dispatcher cela. Et je pense que ça va donner aussi du tonus dans notre commune. Si par exemple, on mettait comme le ministère des Affaires étrangères dans la commune de Lantélé, ça peut créer une certaine forme d'attractivité et de l'emploi aussi là-bas. Est-ce que M. Zach Ndimbi, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ou si vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je suis d'accord avec l'expert. Juste que je pense que la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Effectivement, la province. Ce qui nous amène à tout ceci, c'est surtout l'exode urbain. Oui. Alors, il faudrait vraiment que le gouvernement et ainsi que le président qui a une bonne vision, que le gouvernement travaille de façon à ce que, en province également, que ces personnes qui sont là vivent dans de bonnes conditions. Ils ne chercheront pas à venir ici pour trouver de l'emploi et tout ce qui va avec. Et également, tout le monde converge vers le centre-ville des matins. Ça, c'est un problème. Donc, je rejoins l'expert. Il faudrait vraiment des politiques d'urbanisme assez efficaces et permettant de désengorger un tout petit peu cette ville, la commune de la Gombe surtout. Et comment répondez-vous aux critiques des personnes justement qui disent que les travaux routiers créent davantage de perturbations temporaires que des bénéfices visibles à court terme? Oui, effectivement. Vous savez, moi je suis économiste. Donc vous validez cette critique-là? Effectivement, parce que moi déjà, je suis économiste. Alors je réfléchis surtout en termes purement économiques. Oui. Et en économie, nous avons ce que nous appelons la productivité. Donc le rendement de tout un chacun dans son travail. Et avec tous ces travaux qui se font, ça crée des embouteillages, des perturbations. Et ça dérange même le mental des personnes et des travailleurs. Imaginez un peu que vous allez au travail le matin, mais avec tous ces embouteillages. Ça perturbe même le mental et également vous ne serez pas très productif au travail. Le gouvernement en place il y a déjà une piste de solution par rapport à cette réalité-là. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de désordres en route à cause justement des conducteurs qui n'avaient pas de permis de conduire. Des personnes qui peuvent se réveiller aujourd'hui après une semaine
d'apprentissage sans pour autant apprendre le code de la route, c'est mis en train de conduire et faire du n'importe quoi en route. Oui, effectivement, là aussi c'est un problème. Mais n'oublions surtout pas, nous avons un problème de surpopulation à Kinshasa. Un problème de Tous surpopulation. ceux qui sont dans les provinces viennent ici pour trouver de l'argent. Et en venant, ils doivent chercher quelque chose à faire. Ils ne vont pas vivre comme ça. Ils se réveillent le matin, bon matin, ils regardent ses parents, ils regardent ses frères, ils regardent le quartier sans rien faire. Ils doivent trouver quelque chose à faire. Et c'est ce qui nous conduit déjà à avoir des chauffards au lieu de chauffeurs. Et donc là aussi, c'est une bonne initiative, mais juste qu'il faudrait vraiment qu'ils y travaillent de façon à ce que ce soit graduel, parce que ça perturbe vraiment la circulation. Que ce soit graduel, ces opérations de contrôle. Ça perturbe énormément, ça crée des embouteillages, ça crée vraiment autant d'imbroglios dans la route. C'est vraiment pas bien pour la productivité individuelle de l'homme au travail. Et alors, Monsieur Rubin, est-ce que vous pensez aussi que les travaux créent des perturbations temporaires qui sont visibles? Bon, avant de répondre à cette question, je vais essayer un peu contredire. Je n'ai pas d'accord avec l'expert. Quand il dit que Kinshasa, il y a un problème de surpopulation, c'est juste qu'il y a un mauvais emplacement de la population. Kinshasa, nous tous, nous sommes centrés que dans les 25%. 70% ou 65% ne sont pas encore utilisés. Quand je parle de 65%, c'est la commune de Maluku. La commune de Maluku en elle-même, commune de Maluku, Mongafula et la commune d'Entélé, c'est 90%. Il n'y a pas de surpopulation à Kinshasa. Il y a lieu de noter une croissance démographique importante dans la ville-province de Kinshasa. Oui, il y a lieu de noter. Oui, une forte démographie. C'est juste qu'il y a une forte concentration quelque part. C'est pour ça que je parle au début d'un mauvais emplacement. Parce que 3 communes, c'est déjà 90% de la province de Kinshasa. Sauf que dans ces 90%, il n'y a que 700 000 habitants. Comme on dit, selon les derniers chiffres, il y a 15 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Donc, c'est qu'il n'y a que 14 millions 300 000 habitants qui sont centrés sur les 20% de l'espace territorial de la ville de Kinshasa. Donc, je pense que c'est un mauvais emplacement. 14 millions sur les 20%. Oui, 14 millions et concentrés. Même pas 1 million, c'est 700 000. Quand on mélange une télé, mais là, il a raison de dire qu'il y a quand même une surpopulation. On parle déjà de la ville, le côté urbain. Le côté urbain, oui. Dans les côtés ici. Est-ce que tu es d'accord ou bien tu veux ça rajouter quelque chose? Cette surpopulation crée une concentration, telle qu'il vient de le dire. La concentration, en fait, il faudrait comprendre, c'est par rapport au lieu d'activité. Voilà. C'est par rapport au lieu d'activité. Tellement il y a plus d'activité de ce côté, la ville-province de Kinshasa, ça crée une concentration de cette population dans ces lieux-là. Et donc, quitte au gouvernement de réfléchir ensemble avec des ministres qui sont habilités à cela, de réfléchir pour une nouvelle politique d'urbanisme. Donc, vous conseillez indirectement soit une politique d'urbanisation ici à Kinshasa ou bien implantée dans d'autres provinces aussi? Ici à Kinshasa, non seulement ça, parce que je l'ai dit au départ, la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est partout ailleurs. Si on réfléchissait de telle enseigne à relancer les entreprises qui sont tombées en faillite partout en province, ça va créer de l'activité, ça va créer de l'attractivité également dans ces provinces-là. Il y aura également des gens qui vont quitter Kinshasa pour aller en province. Là, c'est vrai. Alors, mesdames et messieurs, nous avons parlé de l'état des routes et la réalité urbaine dans la ville de Kinshasa. À ma droite, j'ai M. Ruben Tika Koumou, qui est un expert sur des questions environnementales. Il a donné son expertise, il nous a donné une idée sur ce qui va se passer. Et maintenant, nous allons passer au sujet qui parle de la baisse du taux d'échange en RDC. Et pour cela, nous aurons besoin beaucoup plus, bien que Ruben va aussi donner quelques mots par rapport à ça, beaucoup plus avoir besoin de l'avis de notre expert, analyste sur des questions économiques et en même temps, tu es assistant à l'UPC, non? Effectivement, oui, effectivement. D'accord. Monsieur Zach Moudimbi, quel est votre regard par rapport à la baisse du taux du dollar ici en RDC? Je le dis toujours, que ce soit à mes collègues, à mes amis, c'est une situation conjoncturelle assez favorable. Donc, quand vous dites conjoncture, c'est par rapport conjoncturel, au fait, c'est par rapport aux indicateurs. Aux indicateurs, par exemple, le taux de change. C'est l'un des indicateurs assez importants dans notre pays. Parce que l'économie est déjà fortement dollarisée. Les gens ont toujours tendance à échanger de francs congolais au dollar. Et donc, cette situation de baisse du taux de change est une situation assez favorable. Mais justement, ça relève de la responsabilité de la Banque centrale par le truchement de sa politique monétaire, mais c'est une situation de court terme. Alors, il faudrait qu'il y ait des mesures
surtout des réformes structurelles pour accompagner cette situation et que ça se pérennise. Monsieur Ruben Sika, vous êtes aussi président de l'ASBEL Congo Gagnant. Si vos adhérents vous posent la question, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe avec le taux d'échange actuel? Qu'est-ce que vous direz? Vous leur répondrez. Je veux rejoindre M. Christian. C'est Monsieur Zachary plutôt. Je veux rejoindre M. Zachary comme c'est un indicateur très favorable. Parce qu'on a déjà eu à voir dernièrement la décision de la Banque centrale qui a eu à baisser le taux directeur. Donc déjà, il faut d'abord comprendre c'est quoi le taux directeur. Parce que beaucoup ne savent pas aussi. J'espère que l'expert en matière économique va surenchérir. Le taux directeur, c'est les taux d'intérêt que les banques commerciales peuvent emprunter à la Banque centrale du Congo. Donc, si le taux est bas et faible, ça peut favoriser à ce qu'il y ait beaucoup plus de crédit, ce qui peut favoriser les entrepreneurs et d'autres sociétés qui peuvent avoir cette facilité-là de pouvoir prendre des crédits pour pouvoir exercer certaines activités comme des grands opérateurs économiques. Donc, voilà pourquoi, comme j'ai dit, c'est un signal, des bons signaux, un bon indicateur quand même. Monsieur Zachary, Monsieur Zach Moudimbi, comme j'ai l'habitude de vous appeler, certaines personnes disent que ce qui se passe actuellement ne dépend pas en fait de la Banque centrale, mais plutôt de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Nous sommes dans un contexte économique intérieur. Il s'agit là de l'économie congolaise. Et donc, il y a des structures, il y a des institutions qui travaillent pour renforcer la monnaie nationale. Alors, on ne peut pas citer directement la Fédérale Réserve, qui est une institution outre que la République démocratique du Congo. Certes, l'économie est vulnérable aux chocs exogènes, mais il y a lieu de quand même saluer les efforts consentis par la Banque centrale. Ah d'accord, et on parle d'une appréciation du franc congolais ces dernières semaines, et à quoi on peut l'attribuer? À plusieurs facteurs déjà. Il y a toute une politique. Quelles sont les causes, en fait? Il y a toute une politique. Déjà, premièrement, l'injection de la Banque centrale de 50 millions, dernièrement au mois d'août. Cette injection a permis de soutirer le franc congolais. Parce qu'il faudrait... Ils ont injecté ça dans quoi? Au fait, c'est tout un système. La Banque centrale, c'est tout un système. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau, en fait. Parce que quand vous dites l'injection, c'est tout un système. C'est le FMI qui a donné 50 millions. Je m'explique. Donc ça vient du trésor public. Au fait, ça découle des réserves internationales, des réserves de change de la Banque centrale. Je m'explique. Les marchés d'échange est organisé tel qu'il y a le circuit officiel et le circuit non officiel. Le circuit officiel dans le circuit officiel, nous avons les intervenants tels que la Banque centrale, les banques commerciales et les bureaux de change qui sont agréés par la Banque centrale. Et alors, c'est dans ce circuit-là que la Banque centrale a dû injecter 50 millions. Donc, c'est une opération d'échange. J'injecte les devises étrangères. Vous, par contre, vous me donnez des francs congolais. Et ça a permis de ponctionner autant de francs congolais du marché d'échange. Et c'est ainsi que vous remarquez une certaine rareté également du franc congolais. Pourquoi? Parce que cette opération de change-là a permis à la Banque centrale de soutirer beaucoup de francs congolais pour rarifier le franc congolais et laisser l'afflux des devises étrangères dans les marchés. Et il y a lieu également de noter ces réajustements qu'il y a eu, l'actualisation du taux de change appliqué aux réserves obligatoires. Donc les réserves obligatoires, c'est cet instrument de politique monétaire qui vise surtout les structurels. Donc la Banque centrale a dû réajuster ou actualiser son taux de change appliqué aux réserves obligatoires pour permettre également de soutirer encore beaucoup d'avoirs libres de banque des francs congolais. Tout ça dans l'optique toujours de raréfier un tout petit peu encore le franc congolais pour la rendre plus chère. Donc, il s'agit là de la loi de l'offre et de la demande. Et donc, ce qui est rare coûte cher. Voilà. Et ce qui est abondant coûte moins cher. Mais non, comment expliquer que... Est-ce que tu as quelque chose d'abord à rajouter par rapport... Il m'a volé tous les mots dans la bouche, mais je pense que l'objectif du gouvernement était de conserver le pouvoir d'achat de la population congolaise. Je vais te prendre par exemple le pétrole, le carburant, essence. Nous constatons que c'est depuis le 3 octobre 2024 qu'il y a eu une baisse à la pompe. C'est suite aux subventions que l'État donne à ces grands opérateurs pétroliers pour pouvoir essayer de conserver, comme j'ai eu à le dire, le pouvoir d'achat des consommateurs et de la population. Je pense que
il y a eu une nette amélioration parce que la population commence à se retrouver, parce que c'est tout le monde qui gagne. Moi, je vais être plus didactique, hein, je vais aller dans des exemples concrets. Si par exemple quelqu'un était un opérateur dans les secteurs des transports, il a peut-être Azana Ketchnae ou qui fait pour lui le transport, s'il réserve au moins un montant X pour acheter les carburants, tu vois qu'il va gagner par là parce que les carburants ont eu à baisser, donc il y aura un surplus dans son bénéfice. Je pense qu'il y a un soulagement et c'est vraiment bon. Je pense que l'expert en économie va s'en gérer. Monsieur Zach, comment expliquez-vous le fait que la Banque centrale donne son taux directeur justement, mais les cambistes sur le marché font du n'importe quoi? On dit que le taux aujourd'hui c'est... Je précise. Sur WhatsApp, on disait quoi? Se réfère à celui qui sera au changeur. Je précise déjà qu'il s'agit du taux de change. C'est pas les taux directeurs. Non, c'est pas les taux directeurs. Il s'agit du taux de change. Donc, taux d'échange, c'est autre chose. Le taux directeur, c'est autre chose. Merci. Le taux de change, c'est juste un prix d'une monnaie par rapport à une autre. Donc, la parité qu'il y a entre le franc congolais et le dollar américain et le franc congolais. Le taux directeur, c'est un instrument de politique monétaire qui permet à la Banque centrale de réguler, de juguler sur la liquidité bancaire. Donc, soit d'impulser, d'ouvrir, comme j'ai l'habitude de le dire, d'ouvrir le robinet du crédit. C'est un instrument qui ouvre le robinet du crédit. Donc, quand la Banque centrale baisse son taux directeur, c'est là pour objectif d'accroître la demande des crédits parce que le coût du crédit va baisser. Et ainsi, il y aura des gens vont plus investir et consommer. Il y aura de l'attrait à investir, à consommer également. Cela va impulser la croissance du pays. Et donc, lorsque la Banque centrale a baissé son taux directeur, c'est là pour objectif de stimuler la croissance, mais également... Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis longtemps? En fait, la politique monétaire, il faudrait comprendre que c'est toute une science. C'est mathématique. C'est toute une science. Et j'aime ce que le prof a toujours l'habitude de dire, c'est toute une technique. C'est ainsi qu'on nous appelle techniciens. C'est toute une technique. Un ministre ne peut pas venir les lots à lobby. C'est bon, Banque centrale. Non. La Banque centrale jouit de l'indépendance dans la conception et dans la mise en œuvre de sa politique. Donc, un ministre ne peut pas se lever un bon matin et dire à la Banque centrale baisse le taux directeur. Non. Mais Mikolo Baolo, non, c'est Moukoko Samba qui a fait ça. Non, il y a une séparation du pouvoir. Il y a une séparation du pouvoir, comme il a dit. Et alors, par rapport aux cambistes, là, justement, parce que c'était ça la question. Effectivement. Dès qu'au départ, je l'avais expliqué par tant de circuits officiels, mais il y a également un circuit non officiel qui s'est créé. Et il y a lieu de préciser que ce circuit s'est amplifié durant le déséquilibre qu'il y avait dans l'économie congolaise depuis les années 90. Donc il y avait un fort déséquilibre. La Banque centrale, autrefois, finançait les déficits publics. Ça a accru l'inflation, ça a dérangé les indicateurs économiques. Et du coup, il y avait afflux des cambistes, comme on a toujours l'habitude de l'appeler. Et alors, ce circuit non officiel a toujours tendance, très souvent, à se référer au taux à l'indicatif appliqué par la Banque centrale. Mais il ne faut surtout pas oublier que ce sont des personnes qui travaillent pour avoir des bénéfices. Moi, j'aime les appeler des commerçants d'argent. Donc, quand la Banque centrale fixe un taux, lui, il va fixer un taux pour avoir également soutiré des bénéfices de ce qu'il fait. C'est une activité qui s'est développée. Mais quitte maintenant à la Banque centrale de créer un environnement ou de voir comment réorganiser les marchés d'échange afin de rendre plus attractif le circuit officiel. Voir comment créer un environnement réglementaire assez bien pour permettre à ces bureaux de change-là qui ne sont pas encore agréés de s'agréer ou soit à réorganiser carrément le marché de change par un autre système. Alors, chers fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez tous remarqué, nous sommes en train de parler de l'échange, du taux d'échange, de la situation du taux d'échange à Kinshasa. Et au départ, nous avons parlé de l'état de la route et maintenant, nous aurons des questions d'intersection, c'est-à-dire qui mélangent un peu les deux. Alors, je m'adresse principalement à M. Ruben Tika, la question de savoir s'il y a-t-il un lien entre la stabilité du taux d'échange et les grands projets d'infrastructure ici à Kinshasa. La stabilité du taux d'échange, je vais prendre par exemple dans les infrastructures, comme tu allais dire. Le Congo ou la RDC, c'est un pays qui importe beaucoup. Donc déjà, ça crée un peu, comme je allais dire, le pouvoir d'achat. Par exemple, pour créer une route, il faut du bitume. Si le bitume provient de l'extérieur et que le taux a eu à baisser, donc il faut moins de francs congolais qu'auparavant, parce que les taux étaient à 28. Pour acheter du là, il fallait donner 28. Mais maintenant, il faut que 24. Donc, tu vois un peu, ça favorise ces climats d'affaires. Ça peut aussi attirer, parce que quand il y a stabilité de la monnaie,
il y a la confiance des investisseurs qui peuvent être créés. Donc c'est très rassurant et c'est très confiant aux gens de pouvoir investir, de pouvoir aussi construire des routes. Quand j'ai à le dire avec l'exemple du bitume, donc ça va soulager, ça va conserver le pouvoir d'achat des investisseurs et des consommateurs en même temps. Là, tu vas parler des investisseurs qui seront beaucoup plus en confiance, mais là, je vais poser maintenant la question à notre expert sur des questions monétaires, de savoir si y a-t-il déjà un pays qui s'est déjà imprégné du franc congolais pour stabiliser sa réserve, ou bien pour se stabiliser? Non, déjà, il faudrait voir déjà dans l'histoire du franc congolais, partant des années déjà 1960 jusqu'à nos jours. Vous savez, nous avons fait l'économie monétaire, nous avons des indicateurs, nous avons tout un document qu'on appelle les Vadmecum, remis par le professeur Vincent. Et donc, dans ce document, on peut déjà retracer tous les indicateurs et même voir combien le franc congolais s'est déprécié continuellement. Alors, une monnaie qui s'est dépréciée continuellement, une monnaie qui est trop souvent instable, comment elle pourrait